Moi, je connaissais absolument rien sur la vie de Marcel Callot, comme j'imagine la vie de plein d'autres Rennais qu'on bâtit la ville ou qu'on construit une partie de son identité. C'est un mec qui croyait en des trucs et qui s'est battu jusqu'à sa mort parce qu'il y croyait. C'était un Rennais et il a persévéré dans la foi. Pour aider les autres, pour être généreux. C'était un peu le leader de son groupe. Il menait les autres vers le haut. Il est resté ce qu'il était en fait, il n'a pas essayé d'être quelqu'un d'autre. Je me sens un peu proche de Marcel parce que je suis là pour aider, enseigner et protéger les plus jeunes. Gefährlichen oder hoffnungslosen, ausblickslosen, aussichtslosen Situationen nicht aufgibt und quasi weiter an seinem Glauben festhält. Das ist für mich Marcel Callot, die Gemeinschaft. Ich glaube, das macht's aus. Jusqu'au bout et jusqu'à sa mort, il s'est battu pour lui et pour les autres. Il a choisi de prendre un chemin où il croyait que Dieu était tout. Transmettre son histoire aux jeunes générations, de son engagement au sein de la JOC, à la force de résistance spirituelle dont il a fait preuve dans les camps de concentration, fidèle à sa foi, participe pour moi d'une ardente obligation. La laïcité de notre République ne se construit pas en opposition à la foi. Elle porte au contraire un idéal de tolérance, d'ouverture, de respect des croyances de chacune et de chacun d'entre nous. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle, que l'autre s'y déroba, tous les deux furent fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, aurais-je pu dire avec Aragon. La force du combat mené par Marcel Callot constitue pour toutes et tous, croyants ou non croyants, un exemple. C'est ici que Marcel Callot venait prier régulièrement, presque chaque jour, avant d'aller travailler dans sa petite imprimerie qui se trouve pas très loin d'ici. Et vous avez ici, c'est au pied de ce pilier, voilà, que Marcel s'installait pour regarder et prier l'icône de Notre-Dame de Bonne Nouvelle qui n'a pas bougé. Il a fait du MEJ, ce qui était la croisade eucharistique, puis du scoutisme, puis de la JOC. Et il avait vraiment, il me fait penser à cette jeunesse que l'on côtoie dans les aumôneries d'étudiants, dans les mouvements scouts ou autres, une jeunesse fervente et engagée. Et Marcel était ce jeune qui peut correspondre aux jeunes d'aujourd'hui, fervent, engagé, avec cette particularité, c'est que pendant toute sa jeunesse, il va rentrer dans des mouvements de jeunes chrétiens qui sont toujours en naissance, de nouveauté. C'est la nouveauté. Pour la croisade eucharistique, elle venait de naître. Le scoutisme, il vient d'arriver en France. La JOC, elle s'installe. Et Marcel passe de nouveau mouvement en nouveau mouvement. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je promets d'être fidèle à Dieu, l'Église, ma patrie, d'aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. C'est quelqu'un qui s'est toujours assumé dans ses choix et dans le fait qu'il était chrétien, qu'il croyait en Dieu, qu'il avait une vraie envie d'évangéliser autour de lui. Et je pense que dans un monde où justement qui peut être pas forcément facile aujourd'hui, justement il peut être cette source d'inspiration de se dire voilà, nous on est chrétiens, pour les JMJ on va se rassembler à 1 ou 2 millions et justement on va redire notre foi devant tout le monde et on est fiers d'être chrétiens, on est fiers d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ voilà, dans le monde entier. Et en fait c'est ce que Marcel faisait à petite échelle dans l'évangéliser les prisonniers, voilà, nous c'est à nous de le faire pareil à petite échelle, par exemple là dans le scoutisme, quand on va en camp et quand on rencontre des gens sur notre route par exemple. Je suis née à Rennes, un peu plus d'1 an après Marcel Callot, en mars 1923. Je m'appelle Marguerite Derniot. J'étais sa petite fiancée, comme il aimait à m'appeler. Cette église, Saint-Aubin, était notre église. C'est sûrement là, dans la ferveur de sa prière, qu'il a trouvé la force, la détermination pour faire de sa vie une mission. Toujours très engagé, Marcel est très apprécié, autant dans son atelier, où il exerce comme typographe,
qu'au sein de sa paroisse ou de la section Joc qu'il anime avec ardeur. Donc c'est un enfant d'une famille qui vient du Morbihan, qui s'est installé à Rennes. Donc par rapport au contexte de l'époque, ça nous démontre un peu toutes les problématiques autour de l'exode rural, de venir s'installer à la ville pour trouver du travail. Et donc la famille s'installe dans les faubourgs de Rennes, donc un endroit qui est à ce moment-là en pleine croissance, qui marque la limite nord de la ville de Rennes. Et nous sommes dans une famille d'ouvriers. Donc Rennes n'est pas une ville particulièrement ouvrière, mais a une population ouvrière. Marcel Callot va d'ailleurs très vite rejoindre ce milieu-là, puisqu'à l'âge de 13 ans, il commence un apprentissage donc, dans le milieu de l'imprimerie en tant qu'ouvrier typographe. Et donc c'est tout cet univers-là qui nous est donné de découvrir à travers l'itinéraire de Marcel Callot, celui de Rennes, des faubourgs et du monde ouvrier, du monde de l'imprimerie en l'occurrence. Tu vas apprendre le métier de compositeur typographe. Compositeur typographe, on utilise des caractères en plomb qui sont en relief et à l'envers. L'invention de Gutenberg. Quand tu regardes les caractères de plus près, tu vas pouvoir constater qu'il y a un cran. Le cran, c'est un détrompeur, si on veut, pour te permettre de mettre toujours les caractères dans le bon sens. Pour composer, on utilise un composteur qui est réglable, c'est ce qu'on appelle la justification. La justification, c'est la longueur de la ligne. Tu t'appelles comment ? Marcel. D'accord. Marcel, ici, c'est moi qui commande après le chef. T'as intérêt à te tenir à carreau. Vous vous souvenez quand la première fois que nous nous sommes rencontrés ? C'est là que je vous ai dit que Marcel se mettait pour assister à la messe, près des piliers. Oh, les cuivres. On avait à ce moment-là ce qu'on appelait le fourneau, avec des cuivres, vous savez, là. Oui, enfin bref, il fallait que ça brille. Mais c'est lui qui vous demandait de travailler, c'est pas votre maman. Ah non, c'est lui. Oh, mais c'est lui. De sa propre... D'ailleurs, je me souviens très bien que maman disait, il reprochait à maman de ne pas lui avoir appris à coudre et à raccommoder. Ah bon ? Il dit, si tu m'avais appris, maman, ben, j'aurais été content de t'aider. Dis-moi, Marcel, je te trouve bien triste depuis quelque temps. Ça ne va pas bien à l'atelier ? Oh, maman, si tu savais ce que j'entends à l'atelier. Les gars autour de moi passent leur temps à jurer et à raconter des histoires de femmes. Marcel, je vais t'apprendre une prière à la Sainte Vierge que tu diras en allant au travail. Sois sûr qu'ils ne viendront pas à bout de toi. Ma bonne mère, souvenez-vous que je vous appartiens. Ma bonne mère, souvenez-vous que je vous appartiens. Défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Je me souviens très bien de la période de la béatification de Marcel Callot. J'étais dans le mouvement eucharistique des jeunes. Et il m'a touché, ce jeune, qui a fait de la croisade eucharistique, qui est l'ancêtre du Mège, par son amour de l'Eucharistie. Ma vie illumine ma messe, et ma messe illumine ma vie. Et j'étais vraiment en communion avec Marcel, parce que c'était vraiment ce que je vivais dans ma vie d'adolescent. Cette découverte de l'Eucharistie qui m'invitait à un engagement dans le monde. En l'occurrence, dans ma vie de collégien, dans ma vie de jeune. Et ça m'a beaucoup touché et ça m'émeut encore aujourd'hui.
quand Marcel Callot l'intègre au début des années 30 alors qu'il a 13 ans, ça fait simplement une poignée d'années qu'on trouve des groupes d'action catholique en France et très vite il va s'épanouir dans ce mouvement qui lui correspond parfaitement parce qu'il a une composante ouvrière, une composante catholique et il va devenir très vite l'un des responsables donc, de la section JOC de la section Saint-Aubin à Rennes dans laquelle il vit. Cette action catholique est justement caractéristique de cette nouvelle façon d'évangéliser où il s'agit non plus d'avoir une évangélisation qui est fondée sur une base géographique mais d'avoir une évangélisation qui se fait par le Père, c'est-à-dire par le semblable, celui qui nous ressemble et qui va être capable de tenir un discours qui nous touche. Et donc l'action catholique déployée dans le milieu ouvrier, comme elle va l'être dans le milieu paysan ou dans d'autres encore, est tout à fait caractéristique de cette façon de travailler. Et Marcel Callot, lui, est tout à fait à l'aise dans cette perspective-là. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que sa mémoire va être fortement valorisée dans les années 50, puisque nous sommes à ce moment-là, à un moment où la JOC est très dynamique, l'action catholique dans sa globalité. Et donc en proposant Marcel Callot comme modèle, on propose aussi la JOC et l'action catholique comme modèle d'évangélisation pour le monde catholique. Et Augustin, tu viens à la prochaine réunion de la JOC ? Malheureusement, je crois que je vais pas pouvoir venir. J'ai prévu de travailler jeudi. Je suis vraiment désolé. Et toi ? Moi, ne pensez pas, j'en ai pas. Allez, dépêche ! Allez. La JOC a entièrement sa place dans la société actuellement, bien que ces jeunesses ouvrières chrétiennes, c'est beaucoup plus social actuellement par rapport aux jeunes, mais la JOC a toute sa place dans la société par rapport au vécu des jeunes, à ce que les jeunes sont en train de faire face. Il est un bon modèle, et modèle de la foi, qui a vécu une époque difficile et qui sait tenir, et en même temps qui rentre dans ce qu'on appelle doctrine sociale de l'Église. Lutter avec la JOC, il était dans ce côté aussi. C'était vraiment important. Nous, en tant que jeunes, nous continuons cette lutte et à la manière de Marcel Callot. Et nous continuons à tenir la foi en Christ et continuer à lutter contre les inégalités comme nous sommes en train de le faire avec d'autres jeunes de cette époque. C'est une enquête qu'on a sur les inégalités. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oui, par exemple, la première chose, est-ce que toi, tu engages pour l'environnement ou pour les autres? Dans une association? Soit en association ou dans des actions personnelles. Nous, en tant que jeunes, nous devons nous engager aujourd'hui, soit que ce soit pour la lutte pour la planète, dans des mouvements écologiques, dans des mouvements sociaux. Nous devons continuer à engager comme Marcel Callot l'a fait. Et je ne suis pas trop ambitieux pour devenir bienheureux comme Marcel Callot, mais au moins tenir la foi et engagement social, c'est vraiment important pour moi. Ah non! Ce n'est pas parce que les Boches nous occupent qu'il faut continuer à nous laisser exploiter par les patrons. Écoutez le discours que j'ai écrit pour la semaine prochaine. Nous voulons que les jeunes ouvriers soient dignes et respectables dans toute leur vie. Pour que nos ateliers ne soient plus des lieux de débauche et de perdition dans nos âmes. Nous sommes aussi frères et responsables les uns des autres. Un chrétien qui ne milite pas n'est pas digne de ce nom. On doit se livrer tout entier au Christ dans la JOC. Il était footballeur, il jouait au baby-foot. On a des photos, on voit jouer au baby-foot. Donc je pense qu'il serait là, il serait en train de jouer au baby-foot et il agglutinerait, je pense, autour de lui, il inviterait ses camarades à jouer au foot. Allez, je te la renvoie. Allez, lui. C'est pas vrai. Encore un but. Il est inarrêtable. Comme c'était un jeune qui était très volontaire, on disait qu'à la maison, c'est lui qui commandait, ses frères et sœurs. On s'est dit, donc ce gars-là va s'engager et ça nous donne un exemple pour nos jeunes de Marcel Callot d'engagement.
Alors Marcel. Allez Louis, comment la passe? Moi, je l'ai découvert, Marcel Callot, quand je suis arrivé à Marcel Callot. Hein. Donc, j'étais frère depuis déjà pas mal de temps, quand même, depuis une quinzaine ou vingtaine d'années. Mais je l'ai découvert et ça m'a fait du bien de le découvrir. On dirait pas un éducateur, c'était pas son métier, mais quelqu'un qui était exemplaire. J'ai été scolarisé 6 ans à Marcel Callot, j'y ai passé un BEP, un bac F1, un BTS maintenance industrielle. Je suis allé un peu dans l'industrie, puis après je suis revenu comme enseignant en technique d'usinage pendant 25 ans, et puis depuis 2 ans et demi, je suis directeur des études du lycée professionnel. Tous les matins, donc voilà, je pense à Marcel Callot, et puis je prends la lecture du jour. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Voilà. Ça résume Marcel Callot. Sa vie personnelle, ainsi que son engagement qui a façonné le lycée, ainsi que nous, en général, nous a tous appris une leçon de vie. On est tous un peu Marcel Callot en soi, en étant dans cet établissement. Bonne solidarité, bonne solidarité. Bonne solidarité pour les populations, pour les prisonniers. Messieurs, dames, des bonnes solidarités, non? C'est pour soutenir les prisonniers, 5 ou 10 francs. Des bonnes solidarités, ça vous intéresserait? Messieurs, dames, Bonne solidarité, bonne solidarité. Mademoiselle, un mot de solidarité? Avec plaisir. Laissez. Attendez, je vais vous aider. Je m'appelle Marguerite. Je m'appelle Marcel. Marguerite Derniot était ma marraine. Et régulièrement, donc moi j'allais quasiment toutes les semaines la voir, soit pour des promenades, soit pour d'autres raisons. Et puis donc régulièrement, elle me parlait de Marcel Callot. C'était quasiment à chaque visite, on évoquait le sujet de Marcel. C'est au d'abord, là c'est photos de famille avec ma mère. Je ne sais pas pourquoi elle a mis celle-là, parce qu'elle est toute passée. Un petit peu, bah oui, mais là, avec le temps, sinon là, c'est effectivement, là, à nouveau, photo de famille avec Marcel et Marguerite. C'était un amour qui était fort, hein, ça se ressentait quand elle en parlait, ça se ressentait et ça se ressent aussi quand on relit, les lettres ou d'autres documents. Et voilà, elle attendait ce mariage avec impatience qui malheureusement n'a pas eu lieu. Donc effectivement, c'était pour elle, c'était une catastrophe. Avant son départ pour le service du travail obligatoire, malgré l'occupation, nous avons vécu des mois heureux, les plus beaux de ma vie. Nous nous retrouvions, Marcel et moi, sous les arcades de la Poste, en fin d'après-midi, après sa journée de travail. Les week-ends et les jours fériés, nous aimions déambuler au parc du Tabor, ce parc dont nous connaissions les moindres recoins. Nous avions prévu de nous fiancer fin juin 1943. Ma petite Marguerite chérie, dans quelques jours ce sera le nouvel an. Je viens aujourd'hui vous offrir mes meilleurs souhaits de bonne année. Puisse le vœu que nous formulons depuis quelques années voir sa réalisation en cette année nouvelle. Marcel, quand il lui écrit, il lui parle de sa foi, il lui parle de ce qu'il vit quand il prépare une messe, et donc c'est vrai qu'ils ont leur relation épistolaire, finalement, elle est construite autour de cette foi. Voilà. Donc c'est normal que aujourd'hui c'est ce qui nous en reste, quoi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Oui, ma chère petite Marguerite, avec quelques impatiences est attendue la fin de cette guerre, surtout de nous, prisonniers et travailleurs qui sommes loin de tout ce que nous aimons. J'ai demandé au Christ, à la messe ce matin, de nous faire réaliser ce que nos deux cœurs réalisent ardemment. Ce jour béni de notre union approche.
Ayons du courage, nous serons bientôt très heureux. Cette séparation aura fortifié notre amour. Elle s'interrogeait beaucoup. Est-ce que c'est la foi de Marcel qui a fait qu'il ne soit parvenu, hein? Donc, elle était profondément croyante, Marguerite. Elle était profondément croyante, mais par moments, elle avait ou du ressentiment. Hein, du ressentiment parce que, finalement, c'est peut-être à cause de ça qu'on lui a pris Marcel. Donc c'était très dur pour elle, c'était très ambivalent, je veux dire, elle était croyante et en même temps elle en voulait aussi à cette foi profonde qui a pu faire qu'il ne soit parvenu. Je vous envoie mes baisers les plus doux et les plus affectueux et vous redis tout mon amour. Je vous quitte en vous disant bonne et heureuse Sainte Année, votre petit fiancé qui vous aime de toute la force de son cœur. Moi, ce qui m'a frappé tout de suite comme historien de la Seconde Guerre mondiale, c'est en quoi justement cette trajectoire de vie rencontrait finalement un certain nombre de singularités de la Seconde Guerre mondiale. Donc, que ce soit d'abord le concernant et dramatiquement les bombardements qui ont frappé les Rennais et les Rennaises, particulièrement donc en 1943, que ce soit son choix difficile, on le sait, de partir ou pas au STO, que ce soit ensuite son apostolat donc, en Allemagne qu'il conduit finalement donc, à Mauthausen. Jean, j'ai pris ma décision. En es-tu sûr? Oui, je pars. Mais pas comme travailleur, comme missionnaire. Cette décision, lui, il l'a mûrement réfléchi, qu'elle n'a pas été simple, que, en gros, de ce que l'on peut savoir, on n'était pas dans la tête de Marcel Callot, hein. C'est toujours difficile de reconstituer a posteriori, mais d'une part, il pouvait craindre des représailles pour sa famille, donc si au cas où il ne parte pas, ça l'obligeait en plus ensuite à avoir une vie de clandestin, de réfractaire, etc. Et puis d'autre part, je pense que fondamentalement, ce qui l'a poussé, donc ce qui le pousse à partir, c'est de continuer outre-Rhin l'apostolat qui était le sien ici, et d'aller là où les ouvriers étaient, d'aller là où ses compagnons étaient. Finalement, bon, comme il le dit lui-même, et comme cette phrase a été souvent employée et réemployée, je pars comme missionnaire. Donc il part en mission. Mes chers parents, un gars m'a annoncé que désormais, tous les dimanches, il y aurait une messe célébrée par un prêtre allemand. Vraiment, la Providence fait bien les choses. C'était cette question-là qui m'embêtait le plus. La chapelle est ouverte chaque soir. J'irai chaque fois que je pourrai rendre visite au Christ et à sa mère. Ce qui est étonnant chez lui, c'est que ses parents, par l'exemple, lui ont transmis la foi, avec beaucoup de liberté. C'est une famille très ouverte. C'est pas une mère captative, c'est une famille très ouverte. Et Marcel a la foi, et cette foi, on a l'impression que chez lui, elle est limpide. Voilà. C'est cet amour de Jésus qui va commencer très tôt. Il va se fortifier par la croisade eucharistique, qui est l'ancêtre du Mège, par le scoutisme, puis ensuite par la Joque. Et là, la Joque, il va vraiment devenir missionnaire, témoin du Christ. On a l'impression qu'il y a quelque chose de limpide. Il n'y a pas d'accroc, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de perte en ligne. Non, cette foi elle va transparaître, va transpirer ensuite en Allemagne. Et c'est là en Allemagne où le croyant, Marcel Callot, va donner un témoignage de foi extraordinaire dans le marasme du camp à Zella-Mélis, où il n'a pas le moral. Qu'est-ce qui va lui redonner le moral?
parce qu'il n'a pas de lettre de sa fiancée, il est loin de sa fiancée, il est loin de ses parents qu'il aime beaucoup, surtout de sa mère qu'il aime beaucoup. C'est sa foi au Christ. Voilà. Il dit dans plusieurs lettres, il va prier à la chapelle du camp de Zélamélis, et là il en ressort complètement regonflé. Qu'est-ce qui se passe dans sa prière? Moi j'en sais rien, c'est un secret entre lui et le Christ, mais il en sort regonflé. Ma chère Marguerite, ici, il y a beaucoup de blessures morales à penser et de paroles réconfortantes à distribuer. Le soir, quand je reviens à ma baraque, je trouve que cela va bien pour moi, car en ayant fait du bien aux autres, je m'en suis fait à moi-même. La grand-mère d'Elisabeth Walburg-Reinhardt a rencontré Marcel Callot. Avec ses compagnons du STO, ils chantaient dans cette petite église de Zélamélis. Und wir gedenken auch hier in der Kirche an Marcel Callot, weil er war hier in diesem Raum, in dieser Kirche regelmäßig zum Gottesdienst, wenn er es ermöglichen konnte, solange wie es ihm erlaubt war. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Oma mir immer erzählt hat, da war ich noch ganz kleines Kind, sie geht in die katholische Kirche, weil dort die Franzosen so schön singen. Sie ist vom Prinzip her Protestantin gewesen, sie war nicht Katholik, sie ist dann konvertiert, deswegen bin ich Gott sei Dank auch katholisch. J'ai des preuves. J'ai cette lettre. Observer de plus près le peuple allemand, se croit le peuple choisi, la race élue, qui a une mission qu'elle tient de son sang, la mission de gouverner le monde. À cette mission, tout est sacrifié. L'individu, la famille. Tu réponds quoi, Marcel ? Quel est le nom de tes complices, Marcel? Réponds! Réponds! Voilà ce que je fais de ta propagande! Catholique. C'est l'hostilité du nazisme envers le christianisme de manière générale, hein, sur le plan, j'allais dire, presque idéologique. Évidemment, l'opposition du nazisme à cette religion qui promeut la fraternité entre tous les hommes. Le régime prend peur, effectivement, à la fin de l'année 1943, parce qu'il voit donc les jeunes gens du STO organiser des réunions clandestines un peu partout en Allemagne, et on peut comprendre, pour le coup, que cela représentait un danger, hein, pour le maintien de l'ordre, le risque de voir se créer des réseaux qu'on ne pouvait plus maîtriser. Donc ça, c'est l'explication immédiate qui explique la vague d'arrestations qui intervient à ce moment-là, qui fait que Marcel Callot se retrouve en prison à Gotha avec ses 11 autres catholiques de la même région que lui. Il y a d'autres catholiques qui sont arrêtés. Bien cher papa et maman,
Ma chère petite Marguerite, chers petits frères et sœurs, voilà près d'un mois que je n'ai pas écrit combien vous devez être à mon sujet inquiet. Pourtant, il n'y a pas lieu car je me porte très bien. La santé est bonne et le moral est excellent. Pour l'instant, je suis en déplacement à Gotha et je ne sais pour combien de temps. Ici, nous sommes bien nourris. La quantité seule manque parfois. Mon travail est très différent de celui que je faisais auparavant. Et il est plus dur, mais il est largement compensé par un long sommeil. Et je dois dire que je n'ai jamais autant dormi depuis mon départ de France. Mais il est temps à présent que je demande de vos nouvelles. Que devenez-vous? Comment allez-vous? Voilà 2 mois que je n'ai pas eu de lettres ni de vous, ni de Marguerite. Combien les jours sont tristes et longs. Mon cœur a perdu toute sa joie et il est inconsolable. Ô bien cher, écrivez au plus vite à ma nouvelle adresse, afin que je sois rassuré. Cher papa et maman, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Surtout, je vous en supplie, ne vous tracassez pas pour moi. Si cela était, ce serait ma plus grande peine. Combien de temps Jean a-t-il été malade? Est-il guéri? Je pense beaucoup à lui. Comment se portent les petites sœurs? Je vous embrasse tous de toute la force de mon cœur. Votre petit Marcel. C'est un bouquet donc, composé de fleurs d'immortelles en forme de croix. Et c'est devant ce bouquet que Marcel Callot et ses 11 compagnons de Gotha priaient lorsqu'ils étaient dans la prison de Gotha. Et un jour, donc, l'un des 12, Camille Millet, qui était dans la JOC horticulture, a eu la bonne idée de cueillir des fleurs d'immortelles le long du chemin qui les menait de la prison à leur lieu de travail. Et en revenant, donc, il a fabriqué ce bouquet qui était l'unique objet devant lequel les 12 pouvaient prier, parce qu'ils ne pouvaient pas célébrer l'Eucharistie. Donc pendant 5 mois, ces 12 se sont recueillis devant cet objet étonnant. Und hier das ehemalige Lager Gusen II, das 1944 entstand. In diesem Lager war der selige Marcel untergebracht. Hier musste er unter ganz primitiven Umständen wohnen. Man sieht ja auch die Eisenbahnanschlüsse, denn von hier weg mussten die Häftlinge dann jeden Tag zur Arbeit nach St. Georgen fahren, zu der großen unterirdischen Fabrik Bergkristall, wo Marcel Teile für Flugzeuge nieten musste. Und der Zug fuhr über diese Brücke auf das andere Ende. Und am anderen Ende dieser Brücke, so linker Hand hier, da blieb dieser Zug stehen. Und dort wurde Marcel herausgeprügelt aus diesen offenen Eisenbahnwaggons. Und von dort musste Marcel noch ungefähr 800 Meter laufen bis zum Eingang in die unterirdische Fabrik. Zone 2 qu'on appelait l'enfer, l'enfer sur Terre. Et là, c'était vraiment la violence, la haine, les bastonnades, enfin, un rythme infernal, c'est vraiment l'enfer. Et là-dedans, il y en a un qui prie. Il y en a un qui dit aux autres, prie donc. Il y en a un qui se met dans un coin du tunnel de Gusen, là où il y avait l'usine des Messerschmitt,
les avions là. Il disait Je vous salue Marie, c'est Marcel. Wurde bezeichnet von den Überlebenden als Vorhof zur Hölle, Antichambre des Enfers. Die Franzosen sagten auch, Gusen II war l'Enfer des Enfers, ja, die Hölle aller Höllen. Und also man sieht hier, das Lager Gusen II befand sich am Rande des Ortes in St. Georgen, gleich neben der Pfarrkirche. Und das ist auch etwas ganz Besonderes. Das gab es nirgends bei keinem anderen Konzentrationslager. Und wir wissen das aus der Überlieferung, dass für viele Häftlinge es doppelt so schwer war, hier durch die Hölle zu gehen und nur 100 Meter entfernt von dieser Hölle eine Kirche zu sehen, wo man am Sonntag die Bevölkerung sehen konnte, wie sie zum normalen Gottesdienst geht. Ja? Man muss sich vorstellen, was es auch für Marcel hieß damals, in der Hölle zu sein und gleich neben der Hölle eine Kirche zu sehen. Wichtig ist einfach anzumerken, Marcel ist niemals in das Lager Mauthausen gekommen. Er ist niemals in diesem Lager da drinnen gestorben, sondern vor den Toren des Lagers. Denn das Sanitätslager, der Name ist irreführend. Es geht hier nicht um Sanität, um Gesundpflegen, sondern dieses sogenannte Sanitätslager war nicht als ein Sterbelager. Das befand sich in sicherer Distanz vor dem Lager Mauthausen, denn die Häftlinge, die hierher gekommen sind, und da zählt auch Carlo dazu, die waren alle schon todkrank. Marcel zum Beispiel hat ja in Gusen schon lange an Ruhr gelitten. Marcel, mon petit fiancé, est mort officiellement le 19 mars 1945, à 23 ans. Il me laisse inconsolable. Il ne reviendra jamais à Rennes. Nous ne nous marierons pas. Comme 7 de ses 12 compagnons de Thuringe et 50 autres jossistes, Marcel est mort pour avoir été missionnaire. Quelques mois après le décès de Marcel, le père Gégaud, eudiste, brillant écrivain, a mis en avant son exemplarité dans un ouvrage qui contribua à amorcer son rayonnement. En 1968, Monseigneur Gouillon, le cardinal de Rennes, ouvre un procès en béatification, célébré par Jean-Paul II le 4 octobre 1987. J'étais présente à Rome avec 800 chrétiens venus de Rennes pour célébrer la béatification de Marcel. Ces deux cloches qui se répondent sont celles du clocher de l'église de Mauthausen. Elles se nomment respectivement La Paix et Marcel Callot, témoignant de l'empreinte laissée par ces jeunes jossistes dans la naissance de la fragile amitié franco-allemande après-guerre. Was mich besonders beeindruckt hat und was ich mir denke, was man durchaus zur Nachahmung heute auch noch als Vorbild nehmen kann, ist, da gibt es so eine Szene aus dem Leben, dass Marcel Callot die Suppe mit seinen Mithäftlingen geteilt hat, obwohl er ja selber wohl nicht viel gehabt hat. Aber er war ein zutiefst solidarischer Mensch und ich denke gerade der Bereich der Solidarität untereinander ist sehr verloren gegangen und ich glaube, es wäre sehr nachahmenswert. Dans les années 60, l'Église d'Allemagne a choisi Marcel Callot comme modèle pour la jeunesse. Aujourd'hui, la mission que Marcel avait choisie se poursuit. 1965, das war eine Zeit, in der die DDR-Diktatur in ihrer Mitte und in ihrer stärksten Form gewesen ist. Und in dieser Zeit brauchten die Jugendlichen, die hier ins Haus kamen, in dieses Jugendhaus, was gegründet wurde, brauchten sie ein Vorbild, einen Patron, der sie
anregt, ihren eigenen Glauben zu leben. Also wir haben damals ja immer etwas gelesen über seine Biografie und da stand, vor der Verhaftung in Gotha hat die Gestapo, die geheime Staatspolizei, zu ihm gesagt, er sei zu katholisch, trop catholique. Ja? Und da haben wir überlegt, wie kann man zu katholisch sein? Ja, was hat er gemacht? Und dann haben wir uns damit beschäftigt und gesehen, was er alles getan hat für seine Kameraden, CAJ. Ne? In ganz Thüringen hat er sie gesammelt zu Exerzitien, zu Gottesdiensten und hat sich um sie gekümmert. Ne? Und er ist freiwillig hierher gekommen in das Land, was Frankreich überfallen hatte. Ja? Er hätte sich auch absetzen können, aber er hat gesagt, ich gehe als Missionar. Sendungsbewusstsein, sage ich mal, ist er hierher gegangen nach Deutschland, um missionarisch tätig zu sein. Ne? Und das ist bis heute sein großes Verdienst, dass er sich da so sehr gekümmert hat um die Landsleute. Ne? Und dadurch auch Kontakt hatte zu den deutschen Gemeinden in Zella-Mehlis oder in Gotha auch, ne, wo sie dann im Gefängnis waren. Da gab es dann auch Kontakte zur Bevölkerung und ja, sie waren alle erstaunt über sein Wesen, ja, sein katholischer Glaube, der ihn getragen hat. Eine Stunde dagegen. Dann würden wir jetzt zur Entlastung kommen. Wenn die Stufen nicht noch Bedenkzeit brauchen. Dann brauchen wir Bedenkzeit. Wir brauchen Bedenkzeit. Ich glaube, das Wichtigste, was man von Marcel Callot mitnehmen kann, ist Hoffnung zu haben. Hoffnung in den allerschwierigsten Zeiten zu haben, wenn man eigentlich unter Feinden im fremden Land ist, im Arbeitslager gesteckt wird und eigentlich verfolgt wird, seine Meinung nicht frei äußern darf. Und trotzdem dann nicht aufzugeben. Nicht aufzugeben in dem, was man tut und nicht aufzugeben an seine Prinzipien und Hoffnungen und an seinen Glauben nicht aufzuhören, sondern es ist wichtig, oder das kann man mitnehmen von Marcel Callot, dass er immer sozusagen ans Gute geglaubt hat und auch in den schwierigsten Zeiten und den größten Feinden vielleicht eigentlich den besten Freund gesehen hat und immer nur das Beste in den Menschen gesehen hat. Er war Pfadfinder des Friedens und das sollten wir vielleicht heute auch mitnehmen und den Frieden, den er gelebt hat und die Hoffnung, die er verbreitet hat, eigentlich mehr mitnehmen. Wir haben dann, weil das passend ist für einen Stadtteil mit so vielen Arbeiterinnen und Arbeitern, eine aufgelassene Textilfabrik erstanden, gekauft und revitalisiert. Und haben dort einen Kirchenraum geschaffen, einen Begegnungsräume für die Menschen, Kinder, Jugendliche, ein Kinderzentrum für 9- bis 14-jährige Kinder, Jugendliche. Und besonders interessant auch eine Taufkapelle, dort wo vorher die Turbine die Energie geliefert hat. Also irgendwo auch ein schönes Bild, die Kirche, die Gemeinde so als geistliches Kraftzentrum. Er kann trotzdem heute auch junge Menschen ansprechen, weil er sich für andere Menschen, und zwar vor allem für junge Menschen und für junge Arbeiterinnen und Arbeiter eingesetzt hat. Er ist ihnen beigestanden, gerade in dieser schwierigen Situation als Zwangsarbeiter in Thüringen. Mein erster Eindruck über Marcel Callot war eigentlich das Bild von Peter Hoemer. Ein großes Bild, eine Kopiografie, die beim ersten Eindruck neugierig macht. Was macht dieses Bild in Kombination mit dem Nummerncode? Was hat das mit dieser Kirche zu tun? Genau, das ist auch das Interessante an Marcel Callot. Marcel Callot ist eigentlich, er ist keine Einzelperson.
wie man auch bei Paul Pesci nachlesen kann. Und wenn man sich mit dieser, darum ist es auch wichtig, glaube ich, dass man sich mit der Person Marcel Callot auseinandersetzt, weil Marcel Callot ist ein Teil einer Gruppe eigentlich. Eine Gruppe von jungen Franzosen, die jeder nach seinem Talent, nach seinen Neigungen sich einsetzt für eine gemeinsame Sache. Für eine gemeinsame Sache im christlichen Sinne, die Humanität weiterzutragen. Marcel ist unser Pfarrpatron und er ist sehr wichtig für die Menschen hier in dieser Gemeinde. Wir versuchen auch immer wieder von ihm zu erzählen und sein Leben weiter zu erzählen. Und wir haben mit den Firmenkandidaten ein Bild gemacht mit der Aufschrift, mit dem Satz Marcel Callots: glücklicherweise gibt es einen Freund, der mich keinen einzigen Augenblick verlässt. Und es ist gerade nicht im Kirchenraum, weil es heruntergefallen ist, aber die Menschen vermissen dieses Bild, weil es ihnen Kraft und Hoffnung gibt in schwierigen Zeiten. Dass da jemand ist, der für sie da ist, den wir nicht sehen können, den wir spüren können. Und das ist das, was Marcel Callot uns immer wieder zeigt und sagt, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Das ist es, einzustehen für das Evangelium und zu vertrauen darauf, dass es jemanden gibt, der einen nie verlässt, in welcher Situation wir auch sind. Moi je connaissais absolument rien sur la vie de Marcel Callot et c'était carrément l'occasion de m'y intéresser et puis d'en faire un sujet pour une fresque. Ça sortait de l'ordinaire pour nous, c'est un héros catholique, ouvrier, il y avait un côté très historique, très sombre aussi parce qu'il y a un rapport à la guerre qui était très marqué. Ça change des sujets plus spontanés et peut-être un peu débiles que nous on peut avoir d'habitude. Donc c'était super de faire ça. Au niveau du fond, t'as un Rennais qui s'est battu pour les copains, qui avait un solide esprit d'équipe. Et du coup, ça c'était, on se sentait à l'aise avec l'idée de promouvoir ça, ouais. C'est un mec qui croyait en des trucs et qui s'est battu jusqu'à sa mort parce qu'il y croyait. Et les trucs en lesquels il croyait, c'était les humains autour de lui. Donc là-dedans, on se retrouve facilement. Après, c'était un homme qui a aimé. Et ça, pas besoin de croire en Dieu pour aimer. Donc moi là-dedans, je vais comprendre et tout. J'ai une femme, je suis marié et je peux comprendre ça et je peux trouver ça beau facilement. L'archevêque Monseigneur d'Ornelas qui vient en tenue complète pour faire une petite croix pour finaliser la fresque, ouais, ça c'est priceless. Hein. Celle-là, on se la garde et on va s'en souvenir un moment. On a mis les photos de côté, ça nous fera plaisir dans le futur, c'est sûr. C'était assez incroyable. On était vraiment fiers d'avoir fait ce truc-là, du vivre ensemble, d'avoir cette population de gens que sont les catholiques qui ne nous connaissent pas forcément, qui ne sont peut-être pas nos premiers publics, sur lesquels on pourrait avoir des a priori, qu'eux pourraient avoir des a priori. De se retrouver tous là pour une cérémonie où on était tous contents d'être là, c'était vachement bien. Prière à Morée pour la canonisation de Marcel Callot. Le Morée est une langue du Burkina Faso, au sud du Sahara. Ba la biga la vusom song yuringa amina. Wena Ahmed Bassongo. Ces images me touchent énormément et me renvoient à un merveilleux souvenir. Depuis le 28 décembre 2017, où une église a été dédicacée à Marcel Callot. Et si cela a été fait, cela a été provoqué par l'image, l'impact que la personne de Marcel Callot a gravé dans le cœur des chrétiens. Au sud du Sahara. Nous sommes une église encore marquée par le martyr. Et Marcel Callot se sent si bien chez nous parce que nous nous sentons en communion avec lui et nous pensons qu'il peut être un intercesseur efficace, voilà, pour ces églises qui se construisent dans la sueur et dans le sang.
Le message de Marcel pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est à la fois une relation intime avec le Christ, il est un ami qui ne nous quitte pas, et puis ce désir de l'engagement. Je pars au service du travail obligatoire comme missionnaire. En Allemagne et en Autriche, il a donné un témoignage de foi jusqu'à l'extrême, jusqu'au martyr. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il l'accueillit dans son royaume, dans sa bonté, pour qu'il soit une porte entre nous les humains et avec Dieu.